Monsieur, bonjour, monsieur Zenati, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous parlons du textile. Les Algériens, l'essentiel de leur habillement est composé aujourd'hui ou est constitué de produits importés, issus essentiellement de la Chine et de la Turquie. Et pourtant, nous avons le potentiel pour produire donc du textile, mais nous importons aujourd'hui entre textile et cuir environ 1 milliard de dollars. Aujourd'hui, la situation du secteur textile en Algérie, comment elle se présente, monsieur Znati? Bonjour et merci pour l'invitation. Donc le secteur du textile, quand même, il faut un bon conducteur, c'est celui qui utilise bien ses rétroviseurs. Parce que le secteur a vécu des moments très très difficiles, basés à l'époque, la politique des gouvernements de l'époque, c'était la fermeture des entreprises en laissant place à l'importation tout azimut. C'est ce qui a fait que le secteur est passé par des moments très difficiles, donc allant de la fermeture des entreprises et le licenciement des travailleurs. Aujourd'hui, à partir de l'année 2012, les pouvoirs publics se sont ressaisis. Ils ont mis en place un plan de développement estimé à presque 2 milliards de dollars. Il y a eu la rénovation de tout l'outil de production et, la formation, tout un programme. Donc aujourd'hui, le secteur quand même, même si il est passé par des moments difficiles, aujourd'hui on commence à reprendre notre place, à répondre aux besoins du marché, même si on n'est pas vraiment au top, mais nous avons notre place, elle est là, on peut faire face à toute demande. Voilà. Vous parlez justement d'une importation tout azimut. Certains vous disent aujourd'hui justement qu'il y a une importation massive et une concurrence déloyale pour la production nationale de textiles, puisqu'on importe des produits parfois de basse ou disons de mauvaise Mauvaise qualité. qualité. Alors, Oui, est-ce mais c'est qu'aujourd'hui on a un problème de réglementation en la matière? bien sûr, parce que l'Algérie, elle est membre de la ZAL, elle a signé des accords avec l'Union européenne. Je vous donne un petit exemple. L'accord avec l'Union européenne, il est bien précis et il est bien stipulé que les produits qui viennent de l'Europe, ils doivent être fabriqués en Europe, pas en Asie. Chose qui est en train de se faire aujourd'hui, on importe de l'Asie avec une marque européenne. Donc ça, c'est interdit. Donc c'est un travail que les services concernés doivent agir et doivent prendre des mesures dans ce sens pour préserver la production nationale. Et la ZAD, c'est la même chose. On importe un produit d'un pays arabe, mais il est importé, mais il est fabriqué ailleurs en Asie, en Inde, je ne sais pas. Donc tout ça fait qu'il y a une déréglementation et il y a une concurrence déloyale. Parce que ça dépendra du prix, du coût. Donc tout ça fait que la compétitivité d'ANA, il n'y a pas une concurrence loyale, elle est déloyale. Alors, la production nationale, on voit ces dernières années, on commence à voir des entreprises algériennes, de petites entreprises qui émergent dans le secteur du textile, particulièrement depuis l'épidémie du Oui. Covid-19. Beaucoup d'Algériens se sont tournés vers le secteur du textile, donc pour répondre aux besoins du marché national. Vu justement la situation, est-ce qu'aujourd'hui on ne devrait pas profiter de l'existence de ce tissu pour le fédérer, pour en faire un véritable moteur, une locomotive pour relancer le secteur du textile? Oui, nous avons vécu la période de la pandémie, par exemple. Il y a eu des expériences. Tout le secteur était à l'arrêt pendant 2 ans. Parce qu'on importe. On importe la matière première. Donc, à partir de là, si on ne tire pas les conclusions, on ne tire pas les renseignements par rapport à ce qui s'est passé, on ne va pas avancer. Aujourd'hui, nous avons les potentialités, que ce soit public ou les petits privés. Nous avons de grandes potentialités, nous avons de grands modélistes, nous avons de très très belles choses, mais le problème qui se pose, c'est la commercialisation et la valorisation d'un produit. Ça veut dire ça pose problème, y compris chez nous, au truc public. Ça pose un problème. Il va falloir mettre des mécanismes pour essayer de valoriser, que ce soit public ou privé.
Aujourd'hui, vous l'avez bien cité, il y a des petits privés avec des petites marques et leur produit, il est bien estimé par les citoyens. Donc, c'est un truc de communication et de marketing. Ça veut dire qu'il faut aller de l'avant, il faut pousser pour dire voilà, on existe, on est là. Mais pour avoir un même objectif, une même vision, il faut que les patrons privés s'organisent en truc de professionnels pour discuter des problèmes et comment inonder, comment avoir une place dans le marché national. On a vu, il y a eu des assises qui ont été dédiées au secteur du textile. Il y avait beaucoup de grandes entreprises qui avaient pris part à ces assises. Est-ce qu'il n'y a pas moyen aujourd'hui de, disons, refaire peut-être pas des assises, mais un rassemblement quelque part des entreprises du textile pour pouvoir peut-être fédérer ces entreprises privées qui existent et que les consommateurs connaissent peut-être, mais qui ne sont pas forcément très développés ou bien connus du grand public? Moi, je vais dire autre chose. Moi, je vais dire il faut appliquer les recommandations des assises. Parce que, quand même, les assises nous ont permis parce que la Fédération des travailleurs textiles et cuir, le JTA, a participé aux assises. Donc, il va falloir pousser les pouvoirs publics à exécuter ou à appliquer les recommandations des assises. Parce que ces assises-là, c'était une première. Il y avait beaucoup de professionnels, privés, publics. Donc, les assises, la clôture de ces assises avait il y avait des recommandations très, très intéressantes. Donc, il va falloir les appliquer. Qui concernent notamment l'implication du privé. L'amont et l'aval, qui concerne le textile et le cuir. Ça veut dire en amont, le textile et en aval, et le cuir en amont et l'aval. Ça veut dire des recommandations très intéressantes. Ils sont là. Et le ministère de l'Industrie, qui était l'initiateur de ces assises, il y avait la participation quand même de 5 ministères, chose qui était très intéressante. Donc, ce qui est demandé au pouvoir public, c'est de revenir aux assises, parce que quand même, ça fait une année et demie depuis leur tenue. Donc, il faut exécuter ou appliquer les recommandations des professionnels. Une des recommandations ou un des appels lancés par les professionnels du textile aujourd'hui, c'est de lancer la production de la matière première en Algérie. Ils vous disent qu'aujourd'hui, nous avons le potentiel de le faire. L'Algérie le faisait il y a quelques décennies déjà. On produisait du coton notamment. Alors, c'est l'urgence, c'est là qu'on devrait commencer, c'est de là qu'on devrait commencer, oui, monsieur parce qu'on peut trouver des solutions à un problème posé, mais le plus gros problème, c'est la matière première. Du fait que si on veut parler d'une production nationale avec un taux intégré de 95 à 100%, il va falloir procéder à la culture du coton et à la fibre synthétique. C'est deux éléments très très importants. La Fédération des textiles UGTA n'a pas cessé de revendiquer ces deux propositions depuis presque 2006. Donc, la culture du coton, est-ce qu'il est concevable qu'aujourd'hui, je vous ai montré dans les coulisses un document, l'Algérie cultivait du coton en 1865. En 2024, on est en train de l'importer. Nous avons cette opportunité de dire il faut qu'il y ait une culture du coton. Nous avons eu l'expérience de la pandémie où les usines taïwanaises étaient à l'arrêt carrément parce qu'on n'avait pas de matière première, on n'avait pas de coton du fait de le truc aérien, maritime, tout était fermé. De toutes les fermetures. Donc aujourd'hui, si on retient pas ces leçons, donc il y a en quelque sorte une absence d'une volonté politique pour aller de l'avant. Il y a la culture du coton et il y a la fibre synthétique. Nous sommes un pays pétrolier. Un pays pétrolier. Il est inconcevable qu'on est en train de ramener la fibre synthétique, d'importer la fibre. Cette même fibre synthétique, parce qu'il y avait un projet à RZE, cette même fibre synthétique, elle peut nous faire ressortir 4 matières premières, polyamide, polypropylène, qu'on est en train d'importer. Donc, c'est une décision, parce que les projets, les études existent, donc il faut une décision, une volonté politique pour essayer de minimiser. C'est vrai que dans un premier temps, on peut... De réduire les importations. Voilà, il faut la culture du coton, par exemple, il faut satisfaire le marché, qui est de 40 000 à 45 000 tonnes annuellement. Mais le coton, c'est une matière qui est cotée à la bourse.
on peut satisfaire le marché national et on peut aller vers l'exportation. C'est valable pour la fibre synthétique aussi. Nous avons donc aujourd'hui les moyens pour produire, nous avons le potentiel pour Bien lancer sûr. ces deux Bien sûr, cultures. nous avons aujourd'hui l'avantage que nous avons. Et là, je lance un appel au ministère de l'Industrie et bien évidemment au ministère de l'Agriculture. Le président de la République est en train de tout faire pour favoriser l'agriculture au sud. Donc nous avons des expériences à droite et ça a très bien réussi. Pourquoi ne pas permettre au groupe GITEX ou au ministère de l'Industrie, en coordination avec le ministère de l'Agriculture, pour créer cette entreprise, appelons-le comme on veut, pour la fabrication, pour la culture du coton. Donc c'est quelque chose de très réalisable et très facile à réaliser. Et ça ne coûte pas beaucoup d'argent. La question de la formation, c'est aujourd'hui l'autre bataille à mener concernant le secteur du textile. On sait qu'il y a des formations qui sont disponibles notamment au niveau de l'enseignement et la formation professionnelle, au niveau des différents centres. Mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour avoir cette main-d'œuvre qui pourrait booster le secteur du textile? Alors concernant la formation, c'est un gros problème parce qu'aujourd'hui, l'Institut l'ENIL de Boumerdès qui formait des ingénieurs, il est fermé, ça fait 30 ans. Nous n'avons pas de diplômés d'ingénieurs en textile ou en cuir, ça fait 30 ans. Donc le peu d'ingénieurs qui restent dans le secteur, ils sont retraitables. Donc, il y a des gens qui sont partis, il y a vraiment peu d'ingénieurs qui restent. Donc cette demande, elle date de 2006. Notre demande de dire, voilà, il faut former, il faut qu'il y ait des ingénieurs en textile. Parce que le textile, c'est un métier. On ne peut pas ramener un ingénieur en je ne sais pas quoi pour faire du textile. C'est un ingénieur en textile. Il doit faire la formation du textile. Donc c'est notre demande. Nous n'avons pas cessé d'interpeller le pouvoir public. D'ailleurs, c'est une des recommandations des assises où l'enseignement supérieur doit s'impliquer dans ce sens parce que pour la couture, les couturières, la formation professionnelle est là, elle prend en charge. Mais la formation des cadres, des ingénieurs, l'élite qui doivent accompagner, qui doivent manager ce secteur, aujourd'hui, il y a un gros problème. Il n'y a pas de formation au niveau des entreprises? Non, il n'y a pas d'ingénieur en textile. Ça veut dire qu'il faut être technicien en la matière. On peut former quelqu'un en management, je ne sais pas, mais pour former quelqu'un, il faut une formation spécialisée ingénieur en textile. Donc, au-delà de la formation, quelle est l'autre urgence sur laquelle doivent agir les pouvoirs publics pour relancer le textile? C'est l'accompagnement du secteur dans le domaine beaucoup plus financier. Parce que le secteur éprouve des difficultés et ces difficultés, l'argument, la réponse pour dire voilà pourquoi ça ne va pas, c'est argumenté. Nous avons déjà l'histoire de la pandémie où le secteur a été frappé par des pertes énormes. Donc pour rebondir, pour revenir sur la scène, et il faut du temps. Voilà. Nous avons parlé du financement du secteur du textile, un secteur qui a traversé beaucoup de difficultés. La dernière, c'est l'épidémie du coronavirus. Aujourd'hui, vous dites que l'urgence, c'est d'octroyer également des financements aux entreprises. Est-ce qu'il y a un problème en la matière? Oui, le secteur a vécu, comme vous l'avez si bien dit, des périodes très difficiles et le secteur a engendré des pertes très énormes. Ça veut dire des pertes par rapport à 2 années de non-production, et en parallèle, les salaires attribués normalement. Donc tout ça a constitué que pour redémarrer la machine, il va falloir l'accompagnement des pouvoirs publics. C'est vrai que cette année, les pouvoirs publics ont mis un dispositif des facilitations avec les banques pour financer la matière première et préserver les salaires des travailleurs. Mais c'est une période, c'est l'année. Au 31-12, le compteur redémarre. Mais la problématique qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on veut. Ce secteur, est-ce qu'il est stratégique? Est-ce que l'État doit accompagner ce secteur d'une manière très juste, très correcte, pour dire allons-y? Parce que ce secteur, c'est un secteur qui est pourvoyeur d'emploi. Donc
les pouvoirs publics peuvent l'utiliser pour résorber Créer le de chômage. l'emploi. Et en plus, c'est un secteur, les usines où existent nos usines, c'est un truc régional, ça veut dire l'équilibre régional, parce que on est implanté dans toute l'Algérie. Lorsque vous voyez une usine à Tissemsilt, où c'est la seule industrie qui existe dans cette wilaya, ça serait dommage que les pouvoirs publics n'accompagnent pas cette usine pour... J'ai donné un exemple de Tissemsilt parce que c'est la seule industrie qui existe dans la wilaya. Donc si on peut pas accompagner, cette usine, ça veut dire on va dire aux 300 travailleurs qui existent, allez-y, rentrez chez vous. Donc tout ça fait que la demande de financement, parce que l'héritage il est lourd. Il est lourd par rapport au fiscal et parafiscal, c'est l'accompagnement des pouvoirs publics. C'est-à-dire, on peut procéder au réchelonnement des dettes fiscales et parafiscales, on peut assainir les dettes fiscales et parafiscales, et en plus, il y a les découvertes bancaires. Oui, oui, on peut aussi procéder au réchelonnement. C'est des recommandations qui ont été faites lors des assises et lors des présentations du dossier du groupe JTEX au CPE et au ministère de l'Industrie. Donc là, nous interpellons, nous demandons au pouvoir public d'accompagner ce secteur et il faut apprendre une chose, c'est l'objectif résultat. Lorsqu'on donne de l'argent, on doit en fin de compte faire un bilan pour dire voilà, là ça a bien donné, là ça n'a pas bien. Là, dommage, pour nous, c'est à chaque fois la même chose. On accompagne une période, mais on ne fait pas de bilan pour dire voilà. Et la responsabilité, elle est où? Elle se situe où? Elle se situe où? Donc c'est ça ce qui est demandé, et c'est ce que demande la fédération pour dire objectif, résultat. Alors, nous avons parlé beaucoup de textiles. Pour le cuir, les problèmes ne sont pas vraiment différents. C'est aussi une industrie qui peine à émerger, qui peine à prendre la place qu'elle pourrait occuper donc, sur le marché national. Là aussi, le marché est inondé par l'importation. Et pourtant, là aussi, pour le cuir, nous avions par le passé une bonne expérience en matière de production donc, de produits issus donc, du cuir, que ce soit pour les chaussures, les sacs, la maroquinerie et autres. Qu'est-ce qui explique également ces retards dans le secteur, Monsieur Znati? Le secteur du cuir, ce n'est pas le même. Le secteur du cuir a un avantage, c'est que la matière première est disponible. Parce que nous avons un cheptel, nous avons le bovin et l'ovin qui existent. Donc ce secteur, il est désorganisé. Désorganisé dans le sens où nous, dans le secteur du groupe JTEX, ça veut dire nous n'avons pas cessé de dire qu'il faut réorganiser ce secteur. Du fait que dans les années 2000, 2001, 2006, 2002, il y a eu la fermeture d'une entreprise que nous considérons dans le secteur très importante. C'est l'entreprise de la récupération de la peau. Aujourd'hui, nous avons un problème de récupération de peau. À chaque événement, chaque aide, on lance une campagne. Chose qui n'est pas normale, parce que récupérer une peau, ce n'est pas faire de barque. C'est vrai que pour la période de l'aide, il y a une quantité de presque 4 millions de peaux, c'est important. Mais en longueur d'année, cette peau, elle est où? Qui est en train de la récolter? Parce qu'il y a aussi un réseau de spéculateurs qui sont en train d'exporter notre peau frauduleusement. Il est constitué d'Algériens et d'étrangers. Donc le réseau, il existe. Donc nous, les pouvoirs publics doivent faire vite pour arrêter cette hémorragie. Pour dire voilà, on doit s'organiser, on doit reprendre l'entreprise de récupération de peau. Et parce que vous savez, beaucoup de gens ne le savent pas, lorsque l'abattage du bovin ou de l'ovin, il est bien fait, la peau est exportable. Donc, nous avons une niche, on peut l'utiliser pour faire rentrer de la devise l'Algérie et participer au PIB de l'économie nationale. C'est quelque chose de simple, une décision pour dire voilà, organisons la récupération de la peau. Donc la première, ou disons le premier pas, c'est de relancer l'entreprise donc de récupération de peau et juste après, parce que c'est l'amont, et par la suite, donc l'histoire le secteur du cuir, nous avons de grandes potentialités pour dire voilà, parce que la chaussure, la maroquinerie, on est là, on existe.
si on invite les citoyens à visiter nos magasins, et ils vont voir que la matière, la qualité et le prix. Nous sommes compétitifs. Alors justement, vous avez parlé des produits qui sont disponibles au niveau des unités. Qu'en est-il pour la commercialisation? Aujourd'hui, des entreprises existent. On a parlé pour les entreprises privées, que ce soit donc pour le cuir ou pour le textile. C'est des entreprises qui arrivent à trouver leur marché en travaillant notamment en se basant notamment sur les réseaux sociaux. Mais pour les grandes entreprises publiques, là, la difficulté se pose. Oui, nous avons un réseau commercial. Et nous n'avons pas cessé de dire, voilà, du fait que nos usines de production, ils ont un plan de charge, ils ont un plan de charge notifié. Donc nous n'avons pas cessé de dire, il faut procéder avec des petits ateliers, que ce soit en confection ou en cuir, et de signer des conventions, et de façon à procéder à la sous-traitance. À partir de là, il y a aussi des petits privés qui ont des modèles très intéressants, des modélistes. Nous avons des modélistes, c'est de très bons modélistes. La problématique, c'est la commercialisation. Le groupe JTEX, aujourd'hui, il a mis en place un dispositif pour dire, voilà, on doit faire de la commercialisation le point essentiel. Parce que c'est faire connaître le produit, valoriser le produit et toucher le grand public. Donc il y a tout un projet. Mais aujourd'hui, il y a un problème de commercialisation, de valorisation et de connaissance du produit. Parce qu'il y a un problème de marketing, de communication. C'est un tout. Donc c'est un travail que nos amis de JTEX doivent faire et doivent pousser pour que le citoyen ou le grand public d'une manière générale touche aux produits du secteur. Aujourd'hui, il y a des magasins, on les voit pour Alger par exemple, quand on arrive à voir ou à identifier, à localiser. Mais qu'en est-il pour les autres wilayas du pays? Est-ce que c'est un réseau qui couvre l'ensemble du pays ou juste quelques wilayas? Non, il couvre pas mal de wilayas, mais pas nationalement, mais pas mal de wilayas. Il y a à l'est, il y a à l'ouest et au centre, même au sud. Donc nous avons des magasins implantés au sud, à l'est et à l'ouest et au centre. Très bien, merci Monsieur Znati. On arrive à la fin de notre émission. Merci Monsieur Znati d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir été avec nous en direct sur les ondes d'Alger 3. Merci à vous, chers amis auditeurs, de nous avoir prêté attention. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, bon week-end et bonne suite des programmes sur Alger 3.